En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 qui punit les délits de diffamation. Et c'est volontairement que je m'expose. Et l'acte que j'accomplis ici n'est qu'un moyen révolutionnaire pour hâter l'explosion de la vérité et de la justice. Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Pour arriver à vos fins en exprimant votre indignation, il faut parfois faire l'effort conceptuel et rhétorique de nommer l'objet de votre indignation, l'oppresseur ou le dominant. Et c'est ce que je vais voir avec vous dans cet épisode grâce à Émile Zola, Emma Gonzalez et Meryl Streep. Indignez-vous. Ma parole, l'art de bien parler, comment s'indigner avec Salomé Saké, réalisé par Véronique Samuilov. Prendre à partie l'oppresseur. C'est l'un des textes les plus célèbres de l'histoire française. Nous sommes le 13 janvier 1898. En France, l'affaire Dreyfus déchire la société. Alfred Dreyfus, un capitaine de l'armée, a été condamné pour trahison. Il est envoyé au bagne, accusé d'avoir livré des secrets militaires à l'Allemagne. Mais une partie de la population, et notamment des intellectuels, commence à douter de sa culpabilité. Derrière cette condamnation se cachent en réalité des erreurs judiciaires, des manipulations de preuves et un antisémitisme rampant. C'est dans ce contexte que paraît « J'accuse », une lettre ouverte de l'écrivain Émile Zola, publiée en une du journal L'Aurore. Le titre est provocateur et direct « J'accuse ». C'est aujourd'hui seulement que l'affaire commence, puisqu'aujourd'hui seulement les positions sont nettes. D'une part, les coupables, qui ne veulent pas que la lumière se fasse, de l'autre, les justiciers, qui donneront leur vie pour qu'elle soit faite. Je l'ai dit ailleurs, et je le répète ici, quand on enferme la vérité sous terre, elle s'y amasse. Elle y prend une force telle d'explosion que le jour où elle éclate, elle fait tout sauter avec elle. On verra bien si l'on ne vient pas de préparer pour plus tard le plus retentissant des désastres. C'est une accusation, une menace, un appel au scandale. En nommant un à un ceux qu'il considère être les responsables d'une déroute intellectuelle et politique, Zola va permettre de susciter de la colère au point de bouleverser le débat public de l'époque. L'écrivain expose en détail les injustices commises contre Dreyfus. Il révèle les erreurs judiciaires, les manipulations de preuves et critique sévèrement les actions des autorités militaires et politiques. Ces responsables, selon lui, sont coupables d'avoir condamné un innocent. Le ton de Zola est passionné et indigné, il est surtout accusateur et les accusations sont très précises. J'accuse le lieutenant-colonel Dupaty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire, en inconscient, je veux le croire, et d'avoir ensuite défendu son œuvre néfaste depuis 3 ans par les machinations les plus saugrenues et les plus coupables. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Billot d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées, de s'être rendu coupable de ce crime de lèse-humanité et de lèse-justice dans un but politique et pour sauver l'état-major compromis. Nommer explicitement les responsables a plusieurs effets puissants. D'abord, ça personnalise l'injustice. En mettant des noms sur des actes répréhensibles, Zola empêche les responsables de se cacher derrière l'anonymat des institutions. Chaque lecteur peut identifier clairement qui a joué un rôle dans cette affaire, rendant la culpabilité plus tangible et indéniable. Ensuite, ça rend les accusations plus graves et plus audacieuses. Zola ne se contente pas de critiquer de manière vague. Il prend un risque personnel énorme en désignant directement ceux qu'il considère comme coupables. En prenant cette position, Zola incite également ses lecteurs à réfléchir sur leur propre rôle et leur responsabilité face à l'injustice de la société.
De plus, et ça c'est pour ceux qui s'expriment dans l'espace médiatique en nommant des individus précis, Zola provoque une réaction des accusés et de leur soutien. Ça ouvre la voie à une confrontation publique, obligeant ces derniers à répondre aux charges portées contre eux. Cette dynamique de confrontation amplifie la chambre d'écho de l'indignation et donc la prise de conscience collective. Enfin, cette approche oblige à une réévaluation des valeurs et des principes. En dénonçant des figures d'autorité comme responsables d'actes injustes, Zola pousse ses lecteurs à questionner la légitimité et la moralité des institutions et des dirigeants en place. Ça encourage à un débat plus large sur la justice, l'équité, le rôle de l'État, et c'est donc une indignation on ne peut plus politique. Dans un exemple plus récent, le discours d'Emma González lors de la Marche pour nos vies en 2018 aux États-Unis est aussi particulièrement puissant grâce à l'accusation. Cette écolière, survivante d'une fusillade dans son lycée ayant fait 17 morts, décide de nommer explicitement les responsables de l'inaction face à la violence par arme. Là où Zola utilise le « j'accuse », Emma González utilise le « shame on you », honte à vous. Elle déclare « À chaque politique qui accepte des donations de la NRA, shame on you, honte à vous ». Elle cible directement les politiques qui acceptent les contributions de la National Rifle Association, une organisation influente dans le débat sur les armes à feu aux États-Unis. Cette accusation claire et sans détour empêche les responsables de se cacher derrière des généralités ou des déclarations vagues ou sur le profil psychiatrique du tueur. Elle les met face à leurs actions et à leurs choix. L'accusation personnelle est aussi la base d'un des discours de l'actrice Meryl Streep au Golden Globe en 2017 qui a connu un écho important. Elle utilise sa tribune pour y dénoncer le racisme, l'exclusion, la xénophobie, avec un adversaire concret, même s'il n'est jamais nommé, Donald Trump. Il y a eu une performance d'acteur cette année qui m'a touchée en plein cœur. Non pas parce qu'elle était bonne, mais elle était efficace. Et elle a atteint son objectif, faire rire l'audience de toutes ses dents. C'était le moment où la personne qui s'est assise sur le siège le plus respecté des États-Unis a imité un journaliste handicapé pour se moquer de lui. Quelqu'un qu'il dominait par ses privilèges et son pouvoir. Ça m'a brisé le cœur et je ne peux pas me sortir cette scène de la tête parce qu'elle ne s'est pas déroulée dans un film, mais dans la vraie vie. Ce discours de Meryl Streep utilise l'indignation de manière ciblée, en visant implicitement Donald Trump, l'accusant notamment d'avoir ridiculisé un journaliste handicapé. En dénonçant cet acte comme une démonstration flagrante de mépris et d'abus de pouvoir, l'actrice espère susciter l'indignation chez son auditoire sans dire elle-même à quel point elle est indignée. C'est une manière un petit peu plus subtile de dénonciation que les autres discours qu'on a vus précédemment. Après les Golden Globes, de nombreux médias ont amplifié la portée de ces critiques, ça a ouvert un débat public sur le respect des personnes handicapées par les figures politiques et ça a contribué à affaiblir Donald Trump. Si l'accusation ad hominem peut être très efficace pour partager son indignation parce qu'elle permet de la cibler et de la rendre concrète, c'est un outil rhétorique à manier avec beaucoup de précaution. On pense tous à ces attaques entre politiques qui deviennent de véritables feuilletons et qui n'en finissent plus, ça lasse tout le monde et ça contribue à polluer le débat public. Une utilisation excessive ou maladroite de l'accusation personnelle peut aussi compromettre la crédibilité de l'orateur et réduire l'impact de son argumentation. Deuxièmement, il faut garder de la dignité et du respect, même si on est en colère. Toute utilisation d'insultes, de propos injurieux ou excessifs porte immédiatement atteinte à la crédibilité de celui qui les prononce. De plus, elle expose à des attaques pour injure publique. La rhétorique efficace repose sur la capacité de convaincre et de persuader sans compromettre la dignité humaine et le respect mutuel. Troisièmement, et c'est sûrement la nuance la plus importante, attention à être 100% certain de ce que vous avancez. On n'accuse pas quelqu'un sans preuve, sans avoir enquêté. C'est d'ailleurs toute la base de notre métier de journaliste. Ne jamais accuser sans pouvoir prouver. Ça vaut pour tout le monde, dans toutes les circonstances. Si vous ne respectez pas ça, vous vous exposez notamment dans l'espace public à des poursuites judiciaires en diffamation.
Indignez-vous, tout un programme. C'est le moment de l'exercice pratique. Voilà ce que j'ai à dire. Si c'est bien fait, c'est donc une technique argumentative que vous pouvez utiliser chez vous, dans vos combats personnels, en nommant précisément l'origine du mal que vous entendez dénoncer, c'est-à-dire une personne ou une institution. Par exemple, si vous voulez parler du réchauffement climatique, vous pouvez parler de la responsabilité d'une entreprise en particulier. Total Energy, par exemple. Ça a été prouvé par de nombreuses enquêtes. La multinationale fabrique ce qu'on appelle des bombes climatiques. Ça permet d'apporter un exemple très concret. Ça éclairera mieux l'objet de votre indignation en lui donnant un visage et aidera à le combattre. Dernière nuance, j'aimerais ajouter qu'il est fortement déconseillé de s'attaquer à une personne plus faible ou plus vulnérable que soi. Au-delà de la prise à partie explicite qu'on vient de voir, je vous propose dans le prochain épisode qu'on s'attarde sur une forme encore plus radicale d'expression de l'indignation. Mais qui, si elle est bien dosée, peut être extrêmement efficace. On va analyser ensemble comment casser le cadre de la parole pour exprimer votre indignation.